Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du buste à l'effigie de l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, dévoilé au grand public vendredi 16 juillet 2021 à Accra. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a pris part à la cérémonie. L'actualité, c'est aussi la rencontre du ministre de la Communication avec le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse le 16 juillet 2021 au sujet du processus de la signature de la convention collective. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur le faible taux de réussite aux examens du BEPC session 2021. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Al-Haji Mahamadou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Al-Haji Mahamadou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Ousmane Sidikou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Et Memouna Diado, journaliste indépendante également. Memouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a assisté vendredi 16 juillet 2021 au dévoilement public du buste à l'effigie de l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou. C'était au siège de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf à Accra, au Ghana. Cette cérémonie, selon l'agence nigérienne de presse, a consacré les efforts consentis par Issoufou Mahamadou pour donner forme à la ZLECAf. La ZLECAf, rappelons-le, a été approuvée par 54 pays africains alors que 36 l'ont déjà ratifiée. Memouna Diado, que peut-on dire au sujet de cette distinction en l'honneur de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou? Voilà, donc, merci d'abord. Je souhaite d'abord bonne fête quand même à tous vos téléspectateurs, à vous-même du studio Kalangou, aux téléspectateurs aussi donc, du studio Kalangou, et également à ceux qui sont avec nous ici, les confrères. Donc, c'est juste pour dire que, en fait, c'est une très belle distinction. Je l'approuve. Parce que cette distinction n'honore pas uniquement le président de la République, Issoufou Mahamadou, mais ça honore également le pays. Donc, c'est de par les efforts qu'il a eu à faire dans la lutte contre la mise en place d'abord donc, de la ZLECAf, pour que cette ZLECAf puisse décoller dans de très bonnes conditions, même si jusqu'à là, nous attendons un peu, peut-être ça ne va pas prendre de temps quand même, mais je me dis que c'est vraiment les efforts qu'il a eu à faire qu'aujourd'hui il a été récompensé. Mais ce que j'ai pas du tout un peu aimé, c'est que ça ne ressemble pas à... la statue. La statue ne ressemble pas à mon président quand même. Parce que, en fait, quand j'ai regardé l'homme, j'ai regardé la statue, je me suis dit que bon, c'est vrai, le Ghana peut-être a oublié de faire venir des Nigériens pour pouvoir... pour la conception. Pour la conception. Donc, et la réalisation. Voilà. Et c'est vraiment bien que également les autres présidents de la sous-région, également notre président Bazoum aussi a pu assister à cette distinction, vraiment aux côtés donc, de l'ancien président de la République. Je ne peux dire grand-chose sur ça, que vraiment, il a mérité. Vous vous êtes senti honoré à travers ce geste? Moi, je me suis senti honoré à travers ce geste, parce que c'est le Niger quand même. L'homme a fait ce qu'il a à faire, il a été honoré, c'est le pays qui a été honoré. Il faut le voir comme ça. Al-Haji Mahamadou Suleiman, l'ancien président nigérien Issoufou Mahamadou dispose d'une statue à son effigie depuis vendredi 16 juillet à Accra, au Ghana, la ville qui abrite le siège de la ZLECAf. La ZLECAF, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Que peut-on retenir au sujet de l'événement? Par rapport à l'événement, comme l'a dit Memouna, c'est effectivement les efforts du président Issou qui ont été récompensés.
parce que lorsqu'on a confié à Issoufou ce dossier comme champion, ce n'était pas gagné d'avance. Au cours du processus, les pays étaient réticents à adhérer. Il y a eu, par exemple, le Nigeria, pour ne citer que l'exemple de ce pays, qui a voulu, en tout cas, heureusement à Niamey, le clou de l'événement dans le cadre de 2019, le Nigeria a adhéré à cette occasion. C'était, en fait, comme l'a dit le président Iyadima, Fort Iyadima, il a dit, justement, dans la circonstance du cadre, quand il y a des dossiers compliqués, il faut confier ça à Issoufou Mahamadou. Pour dire que véritablement, ce n'est pas seulement dans le cadre de la ZLECAf, Issoufou, en tout cas, en matière de diplomatie, en Afrique, en tout cas, parmi les présidents qu'on a connus ces derniers temps, la dernière décennie, il fait partie des gens, en tout cas, qui réussissent leur mission. Il a donc, sur le plan diplomatique, une capacité véritablement de faire aboutir les dossiers qu'il a en charge. Ça, c'est une réalité. Et je pense que dans la gestion de la ZLECAf, c'est ce qui a été reconnu avant l'événement d'avant-hier, justement, qu'il a fait des efforts dans le sens de mobiliser, parce que tout simplement pour lui, il s'est mis la robe du panafricaniste. Donc, il se rappelle des valeurs fondamentales, en tout cas voulues et vraiment par les pères fondateurs, les Nkrumah, les Senghor, les Sékou Touré, en tout cas, tout simplement parce que cette question d'unité africaine, et dans ce discours, effectivement, il rappelle l'essentiel. Et je pense que c'est cela le plus important, c'est symbolique, à savoir, moi, c'est qu'un détail. Selon mes informations, c'est les artistes nigériens qui sont allés faire ce travail. En tout cas, au niveau du visage, quand vous regardez bien, ça ressemble bien au président, mais c'est le bus, au niveau donc, du corps, on pense que c'est un peu plus, il n'est pas aussi crapu. Bref, ça, ce n'est que des détails. Donc, bon, la question, par exemple, si on pose la critique, la question de la statue, c'est gênant pour nous les musulmans, en tout cas. Mais bon, comme c'est un truc, vous voyez, dans un cadre vraiment profane et laïque, on peut le faire. Mais d'un point de vue de l'islam, en tout cas, c'est un peu gênant, une statue. Bref, mais je pense que véritablement, et au-delà donc de Issoufou, il a dit dans son discours, c'est le Niger qui a été honoré, donc les efforts. Et je pense que ça interpelle véritablement maintenant, de façon concrète, on aimerait bien voir effectivement que, parce que jusqu'ici, elle était au niveau de la bonne intention. Jusqu'à présent, les obstacles sont toujours là, même au niveau sous-régional, vous voyez la circulation des personnes et de leurs biens, elle n'est pas évidente. Aujourd'hui, malgré tous les principes, par exemple de la CEDEAO, vous voyagez pour traverser le Burkina, aller en Côte d'Ivoire, on va vous demander des choses, de l'argent, vous voyez. Donc cela veut dire que tout simplement, il va falloir travailler encore pour qu'on puisse vraiment, de manière effective, faire aboutir ces idées. Jusqu'à présent, nous sommes au niveau tout simplement de production de foi, des idées, mais on voudrait bien, en tout cas, que sur le plan économique concrètement, toutes ces barrières-là puissent disparaître. Mais ce n'est pas pour demain, franchement. Ousmane Sidikou, la statue à l'effigie de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, a été largement et diversement commentée sur les réseaux sociaux. Alaji Mahamadou Suleiman l'a rappelé et Mme Memouna Diadon l'a rappelé également. Comment l'expliquer? Merci Mokhtar. Je joins ma voix à celle de Maimouna pour vous souhaiter la traditionnelle bonne fête à vos nombreux téléspectateurs et auditeurs et au-delà même à tous les confrères. De prime abord, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais ma joie est vraiment à demi-teinte au regard du tintamarre qui a été fait à l'issue de cette distinction. Certes, il a été l'un des précurseurs de cette zone-là. Mais je me dis que beaucoup reste à faire. Allah, je l'ai dit, entre autres propos. Il reste maintenant la matérialisation dans les faits. Pas plus tard que moins de 2 semaines, il y a un pays dont je tais volontairement le nom où il a été interdit l'importation du Niger. Donc, pour moi, ce tintamarre n'a pas sa raison d'être, mais c'est comme disent mes amis burkinabés, c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé.
Le Niger est certes honoré, mais j'aurais voulu que tout ce tintamarre-là soit fait quand il y aura vraiment en grande partie dans la matérialisation des faits de cette ZLECAf. Mais comme dirait l'autre, attendons voir. On peut concéder tout le bruit qui a été fait, à tort ou à raison, et prions que l'histoire puisse donner raison à travers, c'est vrai, vous l'avez dit, de nombreux pays l'ont ratifié. Maintenant, il reste à l'épreuve de fait de voir comment cela va se savoir et se sentir. Le buzz qu'a suscité la statue sur les réseaux sociaux au Niger et un peu à l'international, comment expliquer ce buzz-là? C'est là même je suis un peu atterré. Si à l'âge nous apprend que c'est des Nigériens qui se soient déplacés, pour moi, ils n'ont pas d'excuses. Il n'y a pas lieu de bien regarder. Quand c'est bien fait, on n'a pas besoin de facto. Quand vous regardez, vous aurez que c'est comme si une photocopie conforme du président. Mais s'il faille bien regarder pour se rendre à l'évidence qu'il y a des traits avec le président, là, je ne suis pas d'accord. Je suis encore plus choqué que nos artistes aient fait le déplacement pour aller donner tout ça pour ça. Mais peut-être peut bien faire après tout le bruit fait, il n'est pas exclu qu'il se rattrape. Donc c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Vous avez quelque chose à ajouter à la J? Oui, on échangeait par rapport à la statue. Quelqu'un a dit que le jeune homme Guissa Ahmed, je crois, qui fait le portrait, il fait bien ça. Tout à fait. Mais ici, c'est de la matière qu'il faut, donc c'est pas de dessin, c'est la matière qu'il faut donc modeler, qu'il faut travailler. Bref, c'est le travail des artistes, vraiment, il y a rien. Ça n'excuse pas. Vous aurez la parole, laissez-le. Donc, vraiment, c'est de la matière, en tout cas, comme tu le dis, c'est un travail d'artiste. Ça peut être à la perfection. Donc, en tout cas, j'ai suivi, effectivement, beaucoup de gens se sont en tout cas emportés par rapport à ça. En tout cas, ils ont reproché à la statue de ne pas mériter vraiment son côté artistique. Elle ne reflète pas l'homme. Est-ce que ces gens-là ont raison, selon vous? Ben, moi, en tout cas, de ma propre observation, quand j'ai regardé le visage, j'ai vraiment vu qu'en tout cas, on peut dire que... voilà. On peut dire que c'est... Je ne vois rien qui ressemble en fait au président Youssouf. Il faut être honnête. Parce que quand j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que c'est pas... le visage ressemble plutôt à un visage, une Nkrumah ou quelque chose comme ça. On fait le rapprochement avec Boubou Hama, Nouarzika. Oui, mais ça colle beaucoup plus je vous assure, la ressemblance est nette avec Boubou. Si c'est le président Youssouf, quand tu regardes, tu devrais voir. Il y a quand même les verres, elle porte toujours les verres. Voilà, il y a quelque chose quand même qui peut te dire que vraiment c'est le président. Mais là, vraiment, je suis... C'est pour ça que j'ai dit, tu n'as pas besoin de bien, il faut bien regarder. Moi, j'ai regardé, mais je ne retrouve pas mon président là. Voilà, et Ousmane Sidoukou, quelles sont les attentes des Nigériens au sujet de la ZLECAf? La ZLECAf, là, je l'ai si bien dit, rien qu'au niveau sous-régional que la CEDEAO, vous voyez, la circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace, beaucoup reste à faire. Donc moi, je me dis que... ils doivent œuvrer vraiment pour que ça ne soit que dans les discours, mais dans les faits. Il suffit aujourd'hui de vouloir traverser la frontière avec un de nos pays limitrophes pour voir ce à quoi vous êtes confrontés, les tracasseries dont vous faites l'objet. Donc moi, je me dis que beaucoup reste à faire et ils se doivent de se donner les moyens pour que dans les faits, qu'on ne sente plus que les gens sont assez bousculé, assez traqué, rien que pour des papiers de voyage. Maimouna Diado, à quand peut-on espérer la mise en œuvre effective de la ZLECAf? La mise en œuvre effective, là, ça peut durer, hein. Ça peut durer parce que je ne vois pas comment est-ce que maintenant les gens vont faire. D'abord, il y a une priorité qui est là. La priorité, c'est d'abord l'insécurité. La lutte contre l'insécurité. La lutte contre l'insécurité. Il faut d'abord finir avec la lutte contre l'insécurité pour pouvoir avoir un regard par rapport à cette situation de ZLECAf. Donc c'est ça, en fait. Parce que s'il n'y a pas de stabilité dans nos pays, on ne peut pas parler aujourd'hui de la ZLECAf, l'effectivité de la ZLECAF ou bien son décollage. C'est très, ça reste beaucoup en tout cas pour moi. Alaji Mohamedou Souleymane, comment le Niger peut-il tirer d'affaires au niveau de la ZLECAF, au sujet de la ZLECAF? C'est un marché, donc un grand marché continental où véritablement chaque pays va essayer de mettre en valeur
là où, comme disent les économistes, en tout cas, de la valeur ajoutée, où on a véritablement au Niger beaucoup de produits et de ressources que les autres n'ont pas. Donc si on doit effectivement créer les conditions d'un véritable marché où les règles de jeu sont respectées, nous pensons que véritablement notre pays peut tirer son épingle du jeu. Vous savez, par exemple, pour parler en matière, par exemple, de bétail, la viande, le cuir, l'oignon. Quand je parle de ressources aussi, vous voyez, par exemple, au niveau énergétique, nous pouvons en tout cas véritablement profiter pour exporter des sources d'énergie. Bref, je pense que pour le moment, il est question, puisque les experts travaillent, parce que ici c'est quoi? Les barrières douanières et aussi notre enclavement, c'est un obstacle. Donc tout cela, on est en train de créer des conditions de possibilité que tous ces obstacles-là soient vraiment minimisés. Et je pense qu'on peut espérer véritablement sortir d'affaires. Passons au second sujet de ce forum de la presse. Dans le cadre du processus de la signature de la convention collective, le ministre de la Communication s'est entretenu avec le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse le 16 juillet passé pour trouver les voies et moyens susceptibles de conduire vers une amélioration de la vie des entreprises de presse au Niger et des conditions de travail des hommes des médias. Ousmane Sidikou, avez-vous d'autres informations au sujet de cette rencontre? Merci Mokhtar. Vous savez, cette histoire de convention collective, elle ne cesse d'être remise sur la table et de susciter beaucoup d'encre et de salive. Voilà, ouais. Donc moi je dis que l'initiative certes est louable, mais il faudrait qu'à travers la démarche du ministère, je n'ai rien contre le fait que le ministère ait eu à rencontrer les responsables, le conseil d'administration de la Maison de la Presse. Vous l'avez dit, ceux qui en pâtissent le plus, ce sont nos confrères. J'aurais bien voulu que les confrères, à travers les syndicats, puissent être approchés dans un premier temps pour que soit entendu leur son de cloche. Ensuite, les promoteurs. Et pourquoi pas, à la fin, le conseil d'administration de la Maison de la Presse. Ainsi, le ministère aura vraiment plusieurs sons de cloche et saura, à travers une certaine approche, voir comment s'y prendre avec cette question qui ne cesse d'être remise sur la table, mais in fine, c'est pour se retrouver dans les tiroirs. Moi, je ne suis pas aussi optimiste quant à l'issue, parce que il va falloir échanger. Quand vous échangez avec les DP, les Alhaj qui sont les promoteurs, ils vont vous arguer la question récurrente de publicité. Je suis parfaitement d'accord aujourd'hui, cette histoire de publicité-là. Vous savez, il largue pour dire qu'il faudrait qu'il y ait une certaine équité dans la répartition. C'est vrai, ça génère des ressources. Mais est-ce l'argument massu pour que cela constitue un obstacle à la signature de cette convention collective? Moi, je me dis que c'est non. Maintenant, c'est vrai, ils ont besoin de sous pour entretenir le matériel, pour le personnel et plusieurs impératifs, mais je me dis il ne faudrait pas que les gens se cachent derrière cet argument massu comme quoi le truc de publicité là qui constitue le nœud gordien pour que cette convention collective soit signée. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il va falloir que dans l'aboutissement de la signature ou bien dans la matérialisation de la signature de cette convention collective là, que tous les acteurs s'y mettent. Chacun a une responsabilité à jouer, que ce soit les hommes des médias, les journalistes, que ce soit les promoteurs, que ce soit les ministères. Franchement, il est temps que cette convention collective-là soit signée. Ainsi, on mettra chacun devant ses responsabilités. Mais on ne peut pas, d'une part ou de part et d'autre, se cacher derrière des prétextes légers, à la limite fallacieux, pour dire que bon, voilà ce qui constitue, à notre avis, le nœud gordien ou bien le blocus, le facteur majeur bloquant pour que cette convention soit signée. Moi, je me dis, c'est bien, le cadre a été créé, mais maintenant, il faudrait diversifier les approches. Il faudrait qu'on entende le son de cloche vraiment de
de ces différents acteurs-là. Ainsi, on saura mettre chacun devant ses responsabilités et on attendra de chacun des propositions de voir l'aboutissement ou la matérialisation de cette convention qui arrangera, in fine, vraiment tous les acteurs. Alaji Mohamedou Suleiman Ousmane Sidikou, lui, il est pessimiste. Cette démarche n'est pas nouvelle. Plusieurs ministres de la communication ont fondé l'espoir en tentant de faire aboutir les négociations en vue de l'adoption de cette convention. Peut-on dire que les choses vont marcher maintenant au sujet de cette convention collective? On peut espérer que ça bouge parce que, en réalité, après l'audience de la maison de la presse en présence du Conseil supérieur de la communication, le Premier ministre a touché son ministre de la communication qui a appelé aussi, qui a fait une réunion avec les syndicats donc du secteur des médias, parce que comme il l'a dit, effectivement, il faut impliquer les syndicats, autrement dit les journalistes, c'est leur syndicat, en tout cas leur corporation, les promoteurs, le CSC, la maison de la presse, elle est là pour accompagner en réalité le processus en tant qu'organisation donc, fédératrice. Donc, bref, je pense que quand même de l'audience avec le Premier ministre maintenant Aboussa, une réunion avec le ministre et aussi le CSC a fait la situation de la loi sur la publicité. Où est-ce qu'ils sont? Vous voyez là aussi, ça tarde. Il y a un comité pour la publicité qui est là, mais jusqu'ici, en réalité, ça n'a pas abouti. Donc, en fait, il a dit, en vérité, la question de la convention collective implique particulièrement les promoteurs et les travailleurs. Les promoteurs, justement, posent comme condition l'accès à la publicité, donc l'accès équitable à la publicité, autrement dit, à l'État, et nous sommes bien placés pour effectivement le dire, ils ont raison parce que l'économie de la presse ici au Niger, quand je prends un organe, que ce soit une télévision ou bien un journal, il est censé d'abord vivre de la publicité et des produits, la vente de ces produits. Il se trouve que la publicité, elle est rare. La vente de produits, les journaux, allez voir le tirage des journaux aujourd'hui, toute la presse nigérienne peut se réduire à un tirage d'un journal au début de la démocratie au Niger. Pour vous dire qu'il y a une certaine régression en matière même de tirage. Donc tout ça, en fait, c'est des questions réelles. Maintenant aussi, l'autre difficulté, même si on doit donner la publicité en fait, aux médias, les annonceurs vont exiger aussi les canaux. Ce n'est pas parce que tout simplement vous paraissez. Moi, en tant qu'annonceur, j'ai aussi le choix de dire que voilà sur quel média je veux passer ma publicité. Donc, vous voyez, c'est des difficultés réelles. C'est pourquoi, hier, j'ai échangé avec un confrère qui me dit que, par exemple, au Burkina, ça fait 15 ans qu'ils ont ça, mais en réalité, ça se négocie au cas par cas. Autrement dit, si on s'attend à ce qui est écrit noir sur le texte de la convention collective qu'un journaliste qui a tel grade, il faut le payer à 400 000, 500 000, si c'est cela, en tout cas, ce n'est pas pour demain. Mais lorsque maintenant, pour un début, il faut effectivement vraiment savoir aussi avancer. C'est-à-dire que maintenant, à défaut de faire cela, qu'il y ait de la bonne volonté que les médias qui peuvent le faire, en tout cas, négocient avec leurs journalistes à l'interne. Par exemple, vous conviendrez avec moi, lorsque quelqu'un travaille avec vous pendant 15 ans, 20 ans, il n'est pas inscrit à la caisse. Vous voyez, en réalité, demain, vous le remerciez, ou bien vous disparaissez. Et il est vraiment dans une aventure. Moi, nous, on a connu ça, tout simplement. Cela veut dire que tout simplement, ne serait-ce que les anciens dans les organes, il va falloir donc les sécuriser. Et on voit justement toute la difficulté parce qu'effectivement, les concepteurs, donc le législateur de la loi sur la presse au Niger, donc le CSC, il sait qu'il y a des difficultés, on a prévu un fonds d'aide à la presse. Autrement dit, s'il n'y a pas de difficultés, on n'aura pas besoin de fonds à la presse. Mais aujourd'hui encore, il y a un fonds, en tout cas, qu'on a pour accompagner à la presse. Là aussi, les gens sont en train de bouder la façon qu'il est aujourd'hui distribué. Absolument. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème réel. Il y a de la volonté politique,
mais vous l'avez dit, en tout cas, différents ministres ont voulu, mais en réalité, la volonté politique ne suffit pas. Il va falloir prendre des mesures conséquentes. Non seulement la question de la publicité, effectivement, je suis d'accord que nous, quand on regarde au niveau des médias privés, nous constatons quand même que les publicités sont au niveau des médias publics, le Sahel, le RTN. Non, ça c'est autre chose. Donc il y a non seulement cela, donc si on crée les conditions d'accès équitable, on pense qu'au niveau de la presse privée, il y a des organes en tout cas qui vont avoir de la publicité et qui vont en tout cas un peu améliorer donc, le contenu. Donc bref, moi de mon point de vue, il y a des difficultés qui sont tout simplement inhérentes au contexte économique de la presse nigérienne. Mais Mouna Diado, selon vous, selon vos propres informations, qu'est-ce qui bloque concrètement? Ce qui bloque concrètement, mes confrères l'ont dit, c'est une volonté. D'abord, il n'y a pas la volonté. Je me dis qu'il y a la volonté politique. De la part des promoteurs De la part des promoteurs, il y a également... Ou bien du gouvernement? Non, de la part des promoteurs. Parce que là, on voit que le gouvernement veut réellement aller vers la signature de cette convention collective. Mais il y a les promoteurs aujourd'hui qui n'ont pas cette volonté pour aller. Il y a également nous-mêmes les journalistes aujourd'hui. On n'a pas cette volonté de lutter. Pourquoi? Pour que tout simplement que ça change. Parce que si les syndicats ne bougent pas, les syndicats ne se font pas entendre, on ne peut pas aboutir, on ne peut pas aller vers l'aboutissement de la signature de la convention collective. Parce que tout simplement, si il y a signature de la convention collective, ça ne pourra pas arranger certains promoteurs de ces médias. Comme l'a dit Alain, s'il faut payer quelqu'un au vu de son statut à 500 000 francs de salaire, 400 000 francs de salaire, alors qu'il n'y a pas la publicité qui rentre, il n'y a rien comme le fonds qui peut leur donner la possibilité de tourner. Ça ne peut pas se faire. Il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, tout peut se régler entre le promoteur et son employé. Ça peut se régler. C'est comme une façon... Vous voulez dire que ces promoteurs-là ont besoin d'être accompagnés? Ces promoteurs ont besoin d'être accompagnés. Si ces promoteurs ne sont pas accompagnés, ces promoteurs ne pourront jamais donner leur voix, en tout cas, pour qu'il y ait signature de la convention collective. Et c'est quoi le problème? C'est parce que tout simplement, comme je l'ai dit, la convention collective, c'est quoi? Il faut s'entendre entre employeurs et employés. Je veux une qualité de presse. Donc, il me faut des journalistes de qualité, professionnels, que je vais payer en bonne et due forme pour me faire le travail. Mais il n'y a pas ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, toi-même, tu sais combien les journalistes sont payés. Est-ce que ça peut servir l'employeur et l'employé lui-même qui prend ces miettes-là? Ils sont gratifiés. Mais ça c'est gratifié, c'est encore parce que là même un contractuel touche plus que le journaliste quand même. Mais Mouna Diado, une feuille de route consensuelle doit être présentée dans un délai d'une semaine, notamment sur la question du grille salariale, des mesures d'accompagnement pour booster le processus devant conduire à la signature de la convention dans un délai d'un mois maximum, a annoncé le ministre de la Communication. Êtes-vous optimiste? Si c'est une semaine, moi je suis pas optimiste sur ça. Une semaine pour faire sortir grille de salaire et tout, pour aller vers un mois... non, mais c'est un vieux projet. Même si il y a déjà des propositions, mais il faut revoir aussi ces propositions. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ces propositions. Alors, ces propositions, ça change aussi. Il faut encore réviser, changer les autres propositions qui ont été déjà entérimées et pour pouvoir aller à d'autres propositions. Parce que, je vous assure, une semaine pour mettre fin à ces problèmes de journalisme et employeurs, journalistes, c'est un problème. Ousmane Sidou, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, juste deux mots par rapport. Vous savez, Mokhtar, quand Maïmoun dit que les promoteurs ne sont pas prêts à payer jusqu'à... Moi, je me dis, avec
il faut faire avec le minimum en les mettant dans les conditions. Voilà. C'est mieux que d'avoir ce fourre-tout-là où chacun doit... Ça, c'est un de deux. Cette volonté dont vous parlez, Mokhtar. Moi, je me dis que la volonté politique, même si Allah dit qu'elle y est, je me dis que cette volonté politique, elle est hypocrite, elle n'est pas sincère. Aujourd'hui, prenez un exemple. Je ne vous apprends rien quand... il suffit que votre ligne éditoriale n'agrée pas celle de l'État. C'est-à-dire les instructions viennent d'en haut, même pour donner les publicités là. Il n'est pas facile qu'on vous donne tant qu'on suppose que vous n'êtes pas dans leur camp. Moi, je me dis que ce n'est pas une excuse. Les gens, c'est pourquoi j'ai dit tous les acteurs doivent s'y mettre. Aussi bien les journalistes à travers leurs syndicats, aussi bien les promoteurs, aussi bien le politique. Parce que cette histoire-là, ça arrangerait tout le monde. Une fois ratifié, une fois adopté. Donc maintenant, si les gens ne se donnent pas les moyens pour que cette convention collective soit signée, on se laisse diviser entre nous, on se laisse utiliser à tort ou à travers, surtout par le politique. Moi, je me dis que honnêtement parlant, le bout du tunnel ne serait pas... Allah Mamadou, quelle seconde moi, j'insiste que la convention collective, c'est d'abord une affaire entre les employeurs et les promoteurs. Le gouvernement va accompagner ou bien créer les conditions de facilitation. Parce que tout simplement, ce qu'ils peuvent faire, c'est le fond à la presse, donc l'accès à la publicité, donc créer les conditions, mais le reste... les redevances de l'ORTN. Le reste, ça c'est un débat. Ça ne règle pas le problème. Parce que tout simplement, ici, la question de fond, c'est qu'il faut revoir l'économie. C'est ça la vérité. Il faut donc imaginer comment combler le fait qu'il n'y a pas de publicité, le fait qu'on ne vend pas, les journaux ne se vendent pas bien. Donc c'est des problèmes réels. Par exemple, aujourd'hui, une difficulté, moi j'interpelle ici les ambassades et en tout cas les institutions censées nous accompagner, qui même les abonnements, prennent des abonnements avec les enfants qui vont à la criée. Nous, on se plaint. Vous avez prêté le flanc à Alaï. Vous avez prêté le flanc. Pas du tout, pas du tout. On doit avancer, on me serve une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir, il est relatif au taux de réussite aux examens du BEPC session de juillet 2021 au Niger. Les résultats du BEPC 2021 qui viennent de se dérouler sont globalement faibles. En attendant la publication des résultats globaux définitifs, les 10 résultats provisoires sont jugés catastrophiques par des acteurs du secteur, notamment dans les régions de Zander, Agadez, entre autres. Alhaji Mohamed Souleymane, comment expliquer ces faibles taux de réussite au BEPC? L'explication la plus rationnelle, moi quand j'ai demandé à un cadre du ministère de l'éducation donc de base, en tout cas qui est un technicien, comment expliquez-vous justement cette catastrophe quoi? Il me dit simplement, on a fait les examens en bonne et due forme. Ça reflète le vrai niveau des élèves. Donc, c'est le système comme ça. Autrement dit, les autres années, il y a eu quelques manquements. Il y a des poches de fraude qui ne sont pas bouchées. Cette année, tout a été bouché. Il me dit, même dans les petits cours, cette année, on a pris des mesures de sorte que, vous voyez par exemple, même le sujet, il faut passer au commissariat, prendre le sujet le matin, après ramener les épreuves au commissariat, prendre, vous voyez. Donc, il y a la ALSA qui est impliquée. Bref, tout a été prévu. La leçon, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut enfin interdire les fraudes dans les examens au Niger. Donc ça veut dire que c'est une volonté qui s'est clairement affichée. Absolument. Donc non seulement le bilan fait par le président de la République à ses débuts, qui dit effectivement le taux d'échec, vraiment, ça montre clairement que voilà la situation de l'école nigérienne. Voilà le vrai niveau de nos élèves. On a fait des examens au réel, dans les conditions normales. Voilà ce que ça donne. Donc tout simplement, cela doit interpeller. Cela en tout cas doit amener vraiment qui de droit à prendre les mesures idoines véritablement pour booster l'école. L'école est gravement malade. Elle montre clairement que le système est défaillant. Et quand on a des résultats comme ça, cela veut dire que c'est tout le processus, et les enseignants, et les élèves, tout le système est dégradé. Donc il va falloir prendre des mesures véritablement
Il faut tout recommencer. Absolument. En tout cas, il faut véritablement chercher. La maladie, elle est profonde. Donc, pour tout simplement pouvoir redresser le malade, en tout cas, il va falloir injecter beaucoup de doses. Absolument. Maïmouna Diado, pensez-vous que les mesures de lutte contre la fraude mises en place sont pour quelque chose, comme a eu à le dire Al-Hajj Mohamed Souleiman tout de suite? La Alicia, moi je me dis que c'est pas ça. En fait, la Alicia n'a pas changé les épreuves à ce que je sache. La Alicia n'a fait que suivre pour voir s'il n'y a pas de fraude ou pas. Donc ça veut dire que le faible taux qu'on a eu, que le Niger a eu pour cette année, c'est parce que tout simplement il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau. Parce que, à qui la faute? Ça, à qui la faute, c'est nous sommes tous dedans. Parce que, pourquoi je dis nous? Déjà les parents d'élèves ne se sont pas impliqués dans le suivi même de leurs enfants. Un enfant qui part à l'école, qui revient, et que le parent ne prend pas la peine ou bien le temps de lui demander ou bien de regarder les cahiers pour voir ce que cet enfant est en train de faire du matin, du lundi jusqu'au vendredi ou le samedi à l'école, mais c'est grave. Deuxièmement, il y a la qualité de l'enseignement. On l'a toujours dit, il faut mettre les enseignants dans des conditions, dans de très bonnes conditions pour pouvoir exercer leur métier. Parce qu'un enseignant qui n'est pas dans de très bonnes conditions n'aura pas la volonté quand même d'enseigner ces enfants-là. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Il y a également l'État qui est là. L'État qui est supposé accompagner les enseignants, les élèves, pour que l'éducation soit une très belle éducation réussie. Quand vous regardez, le faible taux qu'on a eu, c'est surtout dans les campagnes. Ce n'est pas dans les centres urbains. Non, non. C'est au niveau des régions qu'il y a eu le catastrophe de cette année. Parce que tout simplement, il y a des endroits où les élèves n'ont pas pu étudier certaines matières. Parce que tout simplement, il y a absence d'enseignants. Donc, comment est-ce que vous voulez avoir une réussite quand tout ça, il y a les manquements là? Moi, je me dis que si on veut réellement aller vers une éducation de qualité, pour qu'on revienne au BEPC d'avant, où il y avait tellement de réussite et tout le monde était content, il faut que tout le monde s'assoie devant une table, se regarde droit dans les yeux et se dise la vérité. L'éducation, ce n'est pas seulement une affaire de l'État. L'éducation, c'est l'affaire de tout le monde, parents, enseignants et État. Ousmane Sidikou, comment rectifier le tir? Mokhtar, alhamdoulilah, si Al-Haji après échange avec un spécialiste, un technicien de l'éducation, ait pu lui dire la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on nous aurait claironné comme effort consenti antérieurement dans le domaine, ce n'est que c'était du bluff en quelque sorte, c'était pas sérieux. Maintenant, sachant raison garder, il ne faut pas jeter l'eau du bébé et le bébé avec, c'est-à-dire il ne faudrait pas faire chapeauter l'interresponsabilité à l'État. Nous sommes tous responsables, Maïmouna l'a dit. Nous sommes responsables à commencer par ces mêmes acteurs de l'éducation-là. Je suis sûr, à défaut, j'arrive Mokhtar, à défaut de mettre ma main au feu, je mettrai mon petit doigt, le cadre avec lequel il a échangé là, il n'a pas tous ses enfants dans le public. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les vrais acteurs même, c'est-à-dire on a déserté l'école publique, que ce soit du sommet jusqu'à... C'est-à-dire... Comment voulez-vous que les acteurs concernés, les vrais acteurs de cette éducation-là, qu'ils n'aient pas leur progéniture dans cette école publique-là, comment voudrez-vous qu'ils prennent la question ou bien qu'ils prennent le problème de l'éducation que nous vivons à bras-le-corps? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, ça veut tout simplement dire qu'il y a cette volonté-là affichée de part et d'autre. Moi, je me dis que c'est bien. C'est vrai, les résultats ont été catastrophiques, mais ils reflètent le vrai niveau. Et ce niveau-là, il n'est pas à l'honneur, c'est-à-dire ça ne nous honore pas à tous les acteurs, que ce soit le politique, les parents, les associations, les élèves eux-mêmes. Donc vraiment, la grosse démarche, il faut que cela soit revu. Moi, je me dis, c'est vrai, à l'époque, on n'était pas à l'école, mais vraiment, il y a très longtemps, quand on vous dit que quelqu'un est dans le privé, lui-même, il est gêné. Je vous assure, il est gêné. Il n'éprouve pas une fierté à dire qu'il fait le privé. Mais maintenant, c'est tout le contraire. Ne fait le privé que celui qui est nanti. Je vous assure, prenez les différents établissements privés, vous ne verrez que les enfants, c'est-à-dire tout le monde est là-bas.
L'école publique est laissée à l'abandon, elle est laissée à elle-même. Mais ce n'est pas une raison. Moi, je me dis que les acteurs, on doit s'y mettre tous. Nous sommes tous responsables. Comme dirait le titre d'une chanson, tout le monde est coupable. Donc maintenant, cela doit interpeller. Les mêmes dispositions prises pendant l'organisation de ce BPC, prions vivement que ces dispositions-là soient prises au bac qui aura lieu incessamment à l'issue de ces différents examens. Et au-delà même le BTS, il faudrait que le cadre soit créé pour pouvoir remettre sur les bons rails notre système éducatif qui est à terre. Maïmoun l'a dit, moi je me dis qu'elle est à terre, elle est agonisante. Alain Mamadou Suleiman, vous avez quelque chose à ajouter? Le même cadre m'a précisé également que après l'évaluation des enseignants de l'éducation de base, il y a une autre évaluation des enseignements du secondaire. Là aussi, il me dit, sans me donner des chiffres précis, là aussi, il m'a dit c'est catastrophique. Que à travers avoir le niveau justement sur les matières de ceux qui enseignent, ça effectivement reflète le résultat auquel on a abouti. Donc, cela veut dire que véritablement, le président de la République qui vient de dire et qui dit qu'il fait de l'école sa priorité, il a un état de lieu vraiment des plus exhaustifs, des plus flagrants en tout cas, le résultat qu'on vient d'avoir. Donc maintenant à lui d'inverser la tendance. Alors, Mamouna Diado, est-ce que c'est à cause de cette situation que le président de la République avait rencontré l'ensemble des acteurs du système éducatif nigérien pour échanger de la vie, sur la vie au sujet de la vie de l'école nigérienne? Oui, il a eu à l'évoquer à sa rencontre avec les acteurs de l'éducation. Mais ce qui reste, c'est que on ne peut pas s'attendre immédiatement à des résultats, mais ce qui est sûr... On ne doit pas, selon vous, ça veut dire que ça va prendre beaucoup d'années? Ça peut être l'année prochaine comme l'année surprochaine. Donc on espère que ça vient l'année prochaine, que tout le monde soit vraiment dans une situation à amener un changement donc à cette situation. Le président de la République y tient. Nous, parents d'élèves aussi, nous tenons à ça. Et donc c'est les acteurs en tout cas de l'éducation, qui doivent également de leur côté fournir l'effort pour que ça change. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lever un bon matin et devenir enseignant. Ce n'est pas possible. Si on peut se lever après 3 ans, 2 ans, 4 ans de chômage... Il faut de la vocation selon vous? Il faut de la vocation. Quelqu'un qui n'a pas la vocation ne peut pas enseigner. C'est le dernier recours. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas la vocation ne peut pas enseigner, toi aussi. N'est pas enseignant même qui veut. Voilà. Donc, il faut vraiment des enseignants de qualité. Des enseignants, en tout cas, il faut les suivre pas à pas. Même s'il y a lieu de revenir avec le système où il faut mettre les inspecteurs d'école derrière ces enseignants pour les évaluer, il faut le faire. Mais soyons également regardants du côté de nous-mêmes, parents d'élèves. Parce que nous avons abandonné complètement l'éducation de nos enfants. Il y a une démission des parents. Une démission des parents. Parce que même le bureau des parents d'élèves, on n'entend plus parler du bureau des parents d'élèves. Donc je me dis que vraiment c'est un engagement de tout le monde doit s'engager. Alaji Mamadou Suleiman, vous avez échangé avec un technicien. Est-ce que ce technicien a proposé des pistes de solutions? La piste de solution, il me dit, la seule leçon importante, c'est de comprendre que voilà le niveau réel et qu'on peut empêcher la fraude sur toute la ligne. C'est comme un phénomène très important. Aujourd'hui, je pense que aussi, les élèves vont prendre conscience que désormais, on ne peut plus compter sur la triche. Donc ceux qui comptent sur leur avenir vont justement vraiment commencer à travailler. Autrement dit, on va dans les années, parce que le système éducatif, c'est assez lourd, on ne va pas avoir le respect sous le mandat du président Bazoum, pas d'un an ou 2 ans, peut-être à la fin de son mandat, on peut sentir en tout cas le changement, mais c'est toujours bien, parce que je me dis quelque part aussi que lorsqu'on travaille avec les règles du jeu, en appliquant la loi, en bannissant l'impunité, toutes ces façons de faire, les enseignants aujourd'hui, par exemple, on le sait très bien, en tout cas, on entend, j'ai suivi le ministre de l'enseignement supérieur qui dit aux enseignants, et même les parents et les élèves, tout celui qui est pris, et particulièrement les enseignants, celui qui s'engage dans une situation de fraude, il risque d'être radié et poursuivi absolument. Donc c'est-à-dire que vraiment, on est dans une bonne voie parce que tout simplement, lorsque les gens croient en eux-mêmes, lorsqu'on amène aux enfants à comprendre que l'école, là, il faut dire que cette année a été une affaire normale, hein, il n'y a pas de perturbation, essentiellement. Donc c'est-à-dire que véritablement, il faut qu'on apprenne aux enfants, d'abord les enfants,
à compter sur eux-mêmes, autrement dit à étudier le programme là, apprendre la leçon. Donc, c'est-à-dire que aussi les parents, je suis d'accord avec Maimouna. Voilà, nous sommes au terme, malheureusement, Maimouna, c'est... Il faut regarder également au niveau de ces écoles privées-là qui se retrouvent à chaque année 100% de réussite, 99% de réussite au BEPC. Il faut également regarder juste par rapport à ces écoles privées-là, beaucoup exigent une certaine moyenne même pour se présenter. Alors le contraire du public, un enseignant, moi je me dis, vous prenez les bons et les mauvais. Donc vous avez une partition à jouer. Mais quand vous prenez un élève qui n'a que 11 ou 12, comment il peut ne pas réussir? Merci Ousmane Sidoukou, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Ousmane Sidoukou, journaliste indépendant également, et Alhaj Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 46 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, le forum, samedi, le forum en Hausa sur le thème protection des espaces pastoraux à Gaïa, et dimanche, le forum en Zarma sur le thème abandon de la famille par le conjoint ou la conjointe. Merci à la technique, la régie sont assurées par Amina Hassan et la réalisation vidéo assurée par Mustafa Ayouba. Merci, au revoir.